Et donc, autour de la table, alors façon de parler, est-ce que Isabelle Bordry est à distance? Salut Isabelle. Bonjour Stéphane. Merci beaucoup de nous accompagner. Aymeric Préaubert, salut Aymeric. Salut Stéphane. Sycomore Asset Management. Et Cédric Guérin, salut Cédric. Salut Stéphane. Entrepreneur, investisseur. Et alors tous les trois, c'est le panel parfait pour parler de ce sujet qui a une petite semaine, hein, mais j'avais envie vraiment de savoir ce que vous pensiez de cette histoire de licorne en bourse. Donc le gouvernement a un objectif, voilà, de 10 licornes françaises, donc start-up qui marchent bien, hein, ou en tout cas qui sont bien valorisées, attention, une première erreur de ma part, en bourse en 2025. Isabelle, je veux commencer avec toi. Comment est-ce que tu regardes cette affaire ? Est-ce que c'est un service à leur rendre? Est-ce que c'est un objectif qui a un sens, qu'un gouvernement se fixe comme ça, une sorte oui, un nombre, voilà. Comment est-ce que tu regardes toute cette affaire? Ouais, je suis assez d'accord. Il y a un côté incantatoire en fait. Pourquoi 10 et pas 5 et pas 15? Donc on comprend bien la volonté de Macron qui veut absolument faire de la place parisienne une place importante dans la tech, la place boursière et prendre des parts de marché à Londres qui en ce moment a des difficultés. Donc on comprend bien la stratégie. Et la seule chose, et là où il faut faire attention, c'est que Macron n'est plus banquier chez Rothschild, il est président de la République. Et ce qui fait fuir les investisseurs, c'est une ingérence du public ou du politique dans la vie économique. Donc, si on veut créer une place boursière qui soit efficace, fluide, qui attire un maximum d'investisseurs et des fonds importants, il faut absolument assurer à cette place une liberté totale par rapport à une prise de position des politiques. Et donc le fait de dire il y en aura 10 et pas 15 et pas voilà, le fait de les valoriser, puisqu'il s'agit là de valorisation, c'est pas au gouvernement de valoriser une société, mais c'est au marché de la valoriser. Aujourd'hui, il y a effectivement des belles sociétés en France, on peut citer Doctolib et d'autres, mais il n'y a pas eu non plus de sortie auprès d'industriels, sortie fracassante, donc il faut aussi faire attention, première chose. Et puis, la boîte à outils qu'aujourd'hui est en train de mettre en avant le président Macron, qui est de dire on va proposer d'avoir des votes doubles, on va faire en sorte de débloquer quasiment 1 milliard entre la Caisse des dépôts et la BPI pour aider ces sociétés à se coter sur le marché. Je pense que ça, c'est la limite ou la frontière à ne pas dépasser. Il ne faut pas qu'il y ait d'ingérence du public dans le privé pour assurer un marché boursier efficace. Et sur cette histoire des votes doubles, c'est-à-dire cette capacité ou cette volonté de créer un noyau dur et de protéger en fait les fondateurs est à mon avis une mauvaise chose. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec Facebook, par exemple, le marché aujourd'hui aux États-Unis n'est pas capable d'interférer dans la stratégie menée par Zuckerberg parce que Zuckerberg a quasiment la majorité des votes. Donc tout ce qui va dans une protection trop forte du management n'est pas toujours un gage d'efficacité en tous les cas de la société et donc ne fait pas forcément venir des investisseurs importants sur la place. Donc il y a ce côté positif qui est de dire on veut créer un marché et ça je le comprends, mais il y a une limite à ne pas dépasser, c'est cette ingérence du public dans la sphère privée car c'est le seul moyen pour faire fuir les investisseurs. Très intéressant tout ça. Aymeric ? Alors, je partage cet avis. Je trouve que ce genre de déclarations sont totalement hors sujet, pour ne pas dire ridicules. Ah, carrément, tu vas encore plus loin. C'est ridicule. Demain, le gouvernement pourrait dire « Je souhaite que dans 3 ans, L'Oréal soit la première capitalisation européenne ». Ça n'a aucun sens. Une entreprise s'est créée, et en particulier les start-up, par des entrepreneurs, par des équipes. L'État n'a pas grand-chose à voir là-dedans. La valorisation, elle est donnée par le marché. Non, il veut leur donner le terrain de jeu satisfaisant. Non, en mais fait. parlons. C'est ça qu'il veut faire.
ça, c'est intéressant. Mais dans ces cas-là, le rôle de l'État, évidemment, peut être de créer des conditions favorables pour aider de jeunes entreprises à se développer. Ça, oui. Je crois que c'est M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué à la transition numérique, qui a prononcé ces termes de « il veut 10 licornes en 2025 ». Qu'ils disent « nous allons créer des conditions favorables, par exemple des aides pour les jeunes entreprises, des exonérations de charges ». Ce qui existe déjà massivement. Oui, mais ce qui est bien. Et là-dessus, franchement, je pense que tout le monde est d'accord. L'État est dans son rôle. Investir via des organismes publics pour soutenir de jeunes entreprises, je pense que ça aussi, et c'est important d'aider l'écosystème. Mais donner comme objectif d'avoir 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards de capitalisation et un nombre, c'est pas l'État qui décide de ça. Et c'est... En fait, ce que je trouve un peu dommage, c'est que d'une part, il y a plein de sujets importants dont l'État doit s'occuper. Ça, ce n'est pas de son ressort. Et d'autre part, c'est essayer, quelque part, de s'approprier les succès de certaines entreprises. Donc non, j'aime pas ce genre d'effet d'annonce. Je trouve que c'est hors sujet. Bon, ben c'est plié. Hein. On est assez en ligne. Moi, je suis emballé, c'est posé. Hein. Je suis parfaitement d'accord. C'est quelque peu saugrenu. Je trouve que c'est... moi aussi, ça m'a surpris, en fait. C'est pas une fin en soi. La cotation, c'est pas une fin en soi. Alors, il y a ça aussi, justement. Alors, autre aspect, effectivement, Cédric, je me permets, hein, est-ce que c'est un service à rendre aux entreprises ? Exactement, parce que, en particulier sur ce type d'entreprise, je trouve que les marchés, c'est le diktat du court terme. Et on l'a vu, Netflix va donner son nombre d'abonnés chaque trimestre et il y a une petite stabilité liée à la crise en Ukraine. Ils ont désactivé la Russie. Boum, sanctions. Et sachant que Netflix est une société avec des gros cash flows et autres. Là, on parle de sociétés qui vont pas avoir forcément la taille de Netflix, même si elles sont très grosses, peu importe la valorisation. Et donc, je pense que ce n'est pas un service à leur rendre que de leur mettre la pression des résultats trimestriels à des sociétés qui sont en phase d'investissement, qui n'ont pas forcément les cash flows, qui sont les mesures finalement des asset managers ou autres pour regarder la valorisation d'une société, et que les capitaux des fonds d'investissement non cotés, avec cette vision long terme de 5, 7, 10 ans, c'est beaucoup plus stable comme source de financement pour des entreprises qui ont une stratégie agressive de développement à l'étranger et autres. Donc je trouve que c'est pas forcément la bonne solution. En plus, Isabelle citait Doctolib. Alors là, la fenêtre s'est refermée, ok. Je ne suis pas sûr pour une boîte comme Doctolib, la fenêtre se referme, mais enfin, en tout cas, il n'y a eu aucun problème de financement dans la croissance de ces boîtes. Isabelle, c'était... Alors, moi, je me souviens de Fleur Pellerin, parlant, parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'ils mettent la charrue avant les bœufs. Et Fleur Pellerin parlait, elle, d'un Nasdaq européen, c'est-à-dire d'abord de créer une place boursière et un marché de capitaux suffisamment épais, suffisamment fluide pour y mettre effectivement les entreprises qui souhaiteraient y aller, et à ce moment-là, sur une base qui soit une base comparable à ce que peut être la base américaine. C'est peut-être ça la bonne solution. Absolument, parce qu'il ne s'agit pas simplement de se coter en bourse, il faut après animer le cours tous les jours. C'est ça. Et c'est exactement ce qu'on évoquait là à l'instant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des investisseurs qui tous les jours s'intéressent à l'action, vendent, achètent, etc. Il faut créer un marché. Et donc ça peut mettre, et ça met, et moi je l'ai vécu quand j'étais chez Yahoo, l'entreprise en tension permanente pour obtenir des résultats, donc ce qui peut avoir un côté positif. Mais sur les sociétés les plus fragiles, c'est très compliqué parce qu'on peut passer beaucoup de temps sur des priorités que l'on ne tiendrait pas forcément pour créer un socle solide de la société si on n'était pas coté. Donc il faut effectivement avoir en tête qu'être coté en bourse n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une longue aventure. Bien, alors on a beaucoup parlé ensemble avec Isabelle d'Elon Musk, je te demanderai ton avis, c'était quoi? C'était il y a 3 semaines, et tu soutenais la mise sous tension de l'entreprise. Aymeric, comment est-ce que, ça reste fascinant, hein, on a un épisode par jour, comment est-ce que tu regardes ce qu'il est en train de faire là depuis, ça fait 1 mois maintenant, hein, un mois et demi qu'il est dans le truc. Oui, là. à peu près, c'est... Ah, tiens, je dis d'un mot, je vais oublier, je remercie l'ensemble des auditeurs téléspectateurs qui m'ont expliqué l'histoire de l'évier. Parce que je ne comprenais pas, il est rentré le premier jour, il rentre un dimanche, le premier jour avec un évier, et en fait c'est une expression anglo-saxonne, américaine, que je ne connaissais pas, qui veut dire on va secouer tout ça, c'est pas tout va partir à la poubelle, voilà, non. Free the bird. Let's think about it, en fait on va secouer tout ça, on va challenger tout ça, et donc c'était l'image de la mise sous tension. Je continue à penser que le symbole était quand même un peu moyen. Vas-y, Aymeric. Alors, Elon Musk, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est très critiqué, qui est par ses déclarations
il est vrai, souvent à l'emporte-pièce, excessive, voire intempestive. Dans le fond des choses, très honnêtement, c'est quelqu'un de plus que fascinant. C'est un entrepreneur absolument incroyable dont on se souviendra dans 2 siècles. Je pense que dans l'histoire de l'histoire économique, il y a Thomas Edison, il y a Steve Jobs, quelques autres, et Elon Musk en fera partie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Le problème, pour moi, il y a 2 problèmes. Il est patron de Tesla. Il est patron de SpaceX, il est patron de The Boring Company, et la liste s'allonge. Et à chaque fois, ces entreprises sont des entreprises extraordinaires. SpaceX, ça fait maintenant longtemps qu'ils ont contracté avec la NASA. Enfin, c'est absolument incroyable, c'est parti de quasiment rien. Donc c'est une entreprise qui a beaucoup de succès, qui est extrêmement complexe. Bon, il la gère. Tesla, c'est pas la peine d'en parler. Alors c'est à l'image de beaucoup de grands patrons qui à un moment, il y a tellement d'argent, de fortune, etc. Avoir un média, c'est quelque chose qui fascine dans tous les pays, à toutes les époques, les grands patrons, les milliardaires. Et il est malheureux, enfin je dis malheureusement, j'ai l'impression, je ne suis actionnaire d'aucune de ces sociétés. Donc je parle de manière assez libre, mais je ne serais pas... Tu aurais pu l'être de Tesla, parce que tu connais très bien l'automobile, on en parlera tout à l'heure. J'aurais pu, l'entreprise extraordinaire, mais je pense massivement surévaluée pour plein de raisons. Il le pense aussi, lui, d'ailleurs. Oui. Il le dit. Il le dit. Et même si ça a perdu il l'a dit il y a 15 jours. 60 et quelques %, c'est, à mon avis, pas très cohérent, c'est encore très, très surévalué. Mais, donc, je ne suis pas actionnaire de ces entreprises, mais si je l'étais, je me dirais, mais bon sang, il faut qu'il se concentre. Il fait beaucoup trop de choses. Alors ensuite, il y a un autre, donc pour l'instant, je dis du bien, parce que je respecte énormément tout ce qu'a fait M. Musk. Maintenant, ce qui me dérange un peu, c'est... Alors... Je sais que c'est un pays libéral, les États-Unis, mais est-ce que ça se fait d'arriver un lundi matin et de virer la moitié des gens et les faire partir avec un carton? Je ne suis pas du tout d'accord avec. Pour les rappeler d'ailleurs, pour en rappeler un certain nombre. Je trouve que c'est vraiment, mais c'est le non-respect absolu du travail d'une entreprise qui était une entreprise qui fonctionnait bien. Je dis fonctionnait parce que ça n'a pas l'air d'aller, en tout cas en ce moment, dans la bonne direction. Et puis ensuite, perdait de l'argent. Là aussi, on n'est pas là pour évoquer de politique, donc je ne commenterai pas la réintégration de l'ancien président des États-Unis. Mais quand Elon Musk dit « Je vous appelle à voter républicain au midterm », je ne suis pas certain qu'il soit dans son rôle. Est-ce que, juste un mot... Sur ce plan-là, je trouve que c'est une erreur et qu'il se disperse. Un mot boursier, c'est quand on avait commencé à en discuter, je crois qu'Isabelle était là, non, c'était le tout premier jour où on commençait à en discuter, c'est Philippe Mudril, l'ancien patron de la GFI, qui avait écrit « Moi, j'ai un problème, c'est qu'il a des boîtes cotées, il a Twitter, pour moi, c'est un risque systémique, et je suis pas sûr que les autorités de régulation aient les moyens pour, et on l'a vu d'ailleurs, enfin on va pas refaire les histoires Eli Lilly, etc. et tout, mais je suis pas sûr que les autorités de régulation aient les moyens de gérer ce risque systémique-là. C'est quelque chose que tu as en tête, toi aussi, Aymeric ? Oui, je pense tous ces grands acteurs, les GAFA qui doivent être régulés, qui ont trop de pouvoir, ça fait partie de ce phénomène-là. Ouais. C'est également, je pense, donner trop d'importance à une seule personne. Oui. Cédric ? Moi, je partage et je rebondis sur ton point, Aymeric, c'est que là, on rentre dans la sphère politique. À la différence des médias où tu as des journalistes qui font leur travail et tu dis l'indépendance, lui, en fait, va prendre la décision de réactiver Donald Trump. Donc là, c'est beaucoup plus politique que ne peut l'être être un actionnaire des Échos ou autre. Donc je trouve qu'on est encore pire sur cette Il est en mode d'assaut avec le Figaro. Ouais. Où de temps en temps, je me fais un bon vieil édito là, à la une parce que c'est à moi et j'ai le droit de dire ce que je pense. Après, je trouve que sur le papier, c'est très bien la liberté d'expression. Néanmoins, ce qu'il dit en disant « moi, je vais attendre la justice pour désactiver un compte ou pas », le temps de la justice n'est pas du tout compatible avec la violence et la haine très court terme sur les réseaux sociaux. Donc, le comité d'éthique qu'il pouvait y avoir avant était peut-être pas parfait, mais il avait le mérite d'agir pour essayer de mettre à terme les fake news ou désactiver certains comptes avec plus ou moins de polémique. Donc, ça, je trouve que c'est très mauvais. Néanmoins, ce qui est très intéressant, je ne sais pas si tu te souviens quand on avait discuté de sa prise de participation, j'avais dit, moi je pense que l'anonymat, la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux, c'est une solution. C'est un peu ce qu'il est en train d'être mis en place, parce que ces 3 badges, individuel, entreprise, gouvernement, je vais devoir donner ma carte d'identité, mon cabis et autres. Donc il va falloir voir comment tu traites ceux qui n'ont pas de badge. Mais c'est intéressant parce que ça va un peu dans cette direction. Moi, Cédric Guérin, si je paye mon abonnement, ça veut dire que j'ai été officialisé, j'ai donné ma carte d'identité. Donc, je vais être moins tenté de déverser des contenus haineux sous couvert d'anonymat. Donc ça, je trouve que finalement, il contrebalance un petit peu avec sa stratégie de 3 badges. Ça va être intéressant de voir jusqu'où il va après pour essayer de filtrer par là. Sur ce sujet, je suis d'accord, de la liberté. Je t'oublie pas, Isabelle.
évidemment, c'est un fondement démocratique essentiel, mais c'est une notion, et Stéphane connaît ça mieux que nous, qui est extrêmement délicate. Liberté d'expression, ça ne veut pas dire offrir une tribune à n'importe qui. Il y a en France, par exemple, des opinions qui ne sont pas des opinions, mais des délits. Donc, ouvrir des comptes, par exemple, aux personnes qui ont envahi le Capitole ou qui racontent des choses complètement stupides, et là, c'est très délicat, la limite entre la liberté d'expression, la censure. C'est des sujets extrêmement complexes, et je ne suis pas certain que Elon Musk ait le temps, l'histoire, l'expérience pour gérer ça de manière intelligente et subtile, et pas simplement à l'emporte-pièce dire je suis pour la libre expression. Bien sûr, tout le monde l'est. C'est un sujet délicat et je crois qu'il n'est pas tellement. Isabelle, t'en es où dans ta réflexion autour de cette histoire ? Moi, effectivement, je suis toujours en ligne avec ce que je disais la dernière fois, qui est de dire que c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit par Aymeric et Cédric, c'est-à-dire que je pense que le fait de retirer l'anonymat, ou en tous les cas à une partie des utilisateurs, pour tenter de faire en sorte qu'il y ait de nouveau des débats sur Twitter, parce qu'il y avait, alors on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais eu de débat, mais en tous les cas, il y a eu à un moment donné certains débats voilà, qui ne pouvaient plus avoir lieu. Donc le fait de faire en sorte de lever l'anonymat, de restructurer les équipes, de faire en sorte que la société qui perdait de l'argent, en tous les cas, se donne les moyens par un nouveau modèle économique d'en gagner, je pense que tout ça va dans le bon sens. Maintenant, effectivement, et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce que Elon Musk est un homme des médias? Est-ce que c'est l'équivalent d'un directeur de la rédaction, etc.? Je ne le crois pas, effectivement. Il a d'autres capacités, mais peut-être pas celle-là. Et donc, il faut qu'il arrive à s'entourer des bonnes personnes pour faire de Twitter une vraie success story, comme il l'a fait avec Tesla. Bon, je suis pas sûr. Moi, enfin bon, bref, mais là, c'est un débat professionnel. Moi, je suis pas sûr que Twitter soit un média. Ou alors, si c'est un média, c'est le courrier des lecteurs, quoi. Basta. Mais enfin bon, bref. Oui, c'est une plateforme d'expression. Mais dans médias, il y a. Enfin bon, refermons la parenthèse. Puis je suis pas du tout d'accord avec vous, mais ce sera un débat qu'on aura un autre jour sur la fin de l'anonymat sur Twitter. Non, je crois que c'est une très mauvaise solution. Un mot ou peut-être plus d'ailleurs. Moi, j'ai vu ça hier dans les Échos. Amazon, Alexa, échec colossal. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent ceux qui bossent au cœur d'Alexa, ce qui est quand même toujours mauvais signe. Plusieurs milliards de dollars de pertes annuelles, donc liées à Alexa et à l'enceinte que vend Amazon, tout simplement parce qu'il la vend à prix coûtant. Et qu'il n'y a pas aujourd'hui d'interaction monétisable. Visiblement, Google a les mêmes doutes sur sa propre interface. En gros, on fait blabla avec Alexa. Moi, je joue beaucoup avec. Je trouve ça très marrant et je suis bluffé. Enfin, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais je suis bluffé. Je racontais à Cédric, avant qu'on commence, que j'essayais de lui tendre des pièges, etc., notamment sur les résultats de foot, des choses comme ça, poser les questions différemment. Elle s'en sort toujours. C'est très impressionnant. Mais je n'ai jamais rien acheté avec Alexa, ça c'est vrai. Donc je ne sais pas, Isabelle, comment tu vois le truc? C'est une innovation tellement, une telle rupture qu'il faut lui donner plus de temps. À un moment, on a beaucoup dit, la voix allait prendre le pas sur tout le reste en termes d'interaction commerciale. C'est un peu ton job d'ailleurs. Comment est-ce que tu vois le truc? Je pense que la voix est une vraie innovation. Le fait de pouvoir naviguer, même avec Siri, utiliser Siri sur son téléphone, pouvoir accéder à une information sans avoir à taper du texte, c'est un peu comme naviguer dans une cartographie, en fait. Je pense qu'il y a eu des évolutions fortes sur le réseau. Et d'abord, il y a eu du texte avec les liens hypertextes. Ensuite, il y a eu de plus en plus de photos, de vidéos. Il y a eu cette capacité de naviguer aussi sur des cartes. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque vous allez sur Google Maps ou sur Mappy et que vous allez chercher une information sur une carte et non pas sur le résultat d'un moteur de recherche, tout ça, c'est vraiment des innovations, à mon sens, dans l'interaction homme-machine, enfin en tous les cas dans l'interaction avec l'univers informatif et commercial qui est Internet. Et donc, je pense que la voix a aussi sa place. Maintenant, je pense qu'avec la voix, on est plutôt, si on doit faire des achats, dans la récurrence des achats et pas sur des achats nouveaux. Et c'est peut-être ça qui est aujourd'hui pas encore bien calibré. Ouais, c'est pas compliqué, les achats. Aymeric ? Moi, j'aurais deux commentaires à faire. Vas-y, c'est que
je pense que ça illustre une règle qu'on a peut-être tendance à oublier, qui est vieille comme le monde, et en particulier dans la technologie, il y a beaucoup plus d'échecs que de succès. Alors on se souvient des succès, les succès majeurs, les Google, les Facebook, les Apple, mais en réalité il y a énormément de projets, ça foisonne, et il y en a peu qui réussissent. Et je pense qu'Alexa, c'est un de ces exemples d'un groupe aussi puissant soit-il, avec autant d'argent, finalement ça marche pas, visiblement ça coûte extrêmement cher. Il y a plein d'autres exemples. Les dizaines de milliards, je crois que c'est des dizaines de milliards de dollars maintenant gaspillés par Meta pour le métavers, donc Facebook. Il y a plein d'exemples qui montrent que je ne les mettrai pas sur le même plan, enfin bon. En tout cas, pour moi, ça illustre le fait que les innovations, que ce soit des services, des produits, c'est rare que ça marche, et c'est pas évident. Le second point, je m'aperçois que depuis le début, tout le monde est parfaitement d'accord, ce qui doit être ennuyeux. Là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Sûr. Je n'utilise pas Alexa, mais j'ai un certain nombre de connaissances qui l'utilisent. Je ne comprends pas l'intérêt. C'est-à-dire, quand on rentre chez soi et qu'on dit « Alexa, allume la télé », je vois pas en quoi c'est un progrès par rapport à appuyer sur la télécommande. Ou alors, mets du jazz. Bon, c'est rigolo, mais pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Fais-le, tu verras, c'est tout con. Mais quand tu rentres dans une pièce, je t'assure, hein, je suis d'accord avec toi, c'est pas un progrès qui va nous sauver du réchauffement climatique et qui va calmer la famine en Afrique. Mais maintenant, je rentre dans une pièce qui n'est pas chez moi, et ça me manque de pas dire Alexa, allume la lumière. Voilà. Donc, ils devraient vendre des produits plus chers. Mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est que c'est un vrai succès commercial. Parce que Alexa, c'est plus de 70 millions, Google et Siri, c'est chacun 70-80. C'est cher, en fait. Oui, mais c'est ça, c'est le business model. Ça veut dire que l'appétence des utilisateurs, même si c'est gadget, comme tu le dis aujourd'hui, elle est là. Ça veut dire que tu as plus de 200 millions de gens entre Siri, Google et Alexa qui utilisent ces technos. Donc il y a un vrai appétit. Pas le bon business model, donc je le price pas assez cher. Et c'est vrai qu'il y avait peut-être que Amazon, parce que là je rejoins vraiment Isabelle, c'est de dire le repeat, tes courses, tu pourrais les faire parce que c'est assez simple, mais tu n'iras jamais acheter une chemise ou un truc comme ça. Tu n'y arrives pas. Tu as besoin de le voir, tu as besoin, même si tu le touches pas, au moins Internet te permet de le voir. Donc la voie peut être très bonne là-dessus, mais le business model, c'est plus de dire je le vends avec une marge. Après, c'est peut-être pas suffisant pour Amazon qui dit non, moi mon but c'était de te faire acheter tes courses là-dessus. Je crois que c'était ça. Oui, et puis on verra, mais le but, c'est effectivement de fidéliser le client, de créer ce lien. Franchement, tu sais, je pars au boulot, tu dis, au fait, Alexa, est-ce qu'il va pleuvoir tout à l'heure ? Elle te répond avec une précision de dingue. Je t'assure. Météo Paris. Mais oui, mais tu sors ton portable, hop, tu tapes météo, fatigant. Machin, etc. Moi, ce qui me fatigue, c'est sous la pluie en scooter, c'est pas de demander la météo. Mais bon. Ouais, mais bon, voilà. Donc il y a un marché pour ça. Bon, alors dernier point en termes de technique avant de... Alors c'est celui-là peut-être le plus fondamental d'ailleurs de tout ce qu'on s'est dit. Alors il y a le côté anecdotique. Donc j'ai vu ça, je crois que c'est le Figaro qui nous a raconté ça. L'Espagne lance à son tour le permis de séjour et de travail adapté aux salariés et aux freelances qui travaillent à distance pour des entreprises hors d'Espagne. Attention, il faut travailler pour une entreprise hors d'Espagne, avec notamment un régime fiscal particulier. J'ai appris qu'à ce jour, c'est une trentaine de pays qui offrent des formules comparables. Et là-dessus, McKinsey a publié hier son rapport sur la mondialisation et sur les flux de mondialisation. Et McKinsey écrit « Les flux liés au savoir et au savoir-faire deviennent le moteur de l'intégration mondiale. La croissance des échanges est désormais tirée par les actifs incorporels, les services et les talents. Ils ont pris le relais des produits manufacturés. » Et McKinsey ajoute que le nombre de migrants hautement qualifiés augmente nettement plus rapidement que la migration globale. Votre avis là-dessus, Aymeric ? Je remarque que, par exemple, depuis pas mal d'années, le Portugal mettait en place des incitations fiscales pour les retraités du nord de l'Europe, en particulier les Français, et je peux comprendre cette décision. Ce que fait l'Espagne, je l'ai appris récemment, très, très honnêtement, je trouve que c'est à la fois intelligent pour... Ce qu'a fait aussi le Portugal. Le Portugal fait partie des 30 pays. Ils le font aussi pour les télétravailleurs. La ville de Venise. C'est intelligent pour ces États-là, parce que finalement, l'Espagne attire de jeunes actifs, parce que ce sont des populations, enfin jeunes, en tout cas en âge de travailler. Donc, sur le plan strictement économique, c'est, je pense, intelligent pour le pays d'accueil. Ensuite,
Je pense qu'on a souvent parlé de télétravail ici, et c'est une donnée qui est maintenant fait partie de la vie quotidienne des entreprises. Il y a de moins en moins, alors on peut le déplorer d'emplois industriels, mais il faut peut-être un petit peu tempérer ce que je viens de dire, mais en tout cas de plus en plus d'emplois qui peuvent être délocalisés, donc c'est également un bénéfice pour les personnes qui vont travailler. Il y a l'Espagne, mais pas simplement parce qu'il y a du soleil en Espagne. C'est une nouvelle vague de délocalisation qui nous attend. Je trouve que c'est une initiative qui, moi, me paraît intéressante. Ouais, mais enfin, on a intérêt à s'y mettre. Hein. C'est certain. C'est-à-dire que là, on a des atouts, je pense. On a des atouts, en fait, et on en a beaucoup parlé autour de cette table. Le dernier, alors je ne sais plus quel est je crois que c'est le BCG qui fait ça, je ne sais plus. Bref, la dernière grande étude sur l'attractivité des pays nous met pas bien du tout en ce qui concerne les hauts potentiels. Hein. Pas bien du tout. La Suisse, Singapour, les États-Unis reculent aussi. Non, il faut qu'on se bouge là-dessus. Hein. Mais je trouve ça très intéressant comme débat, parce qu'il y a les deux prises. Il y a le prise côté pays qui est très intéressant pour attirer ces télétravailleurs. Mais comme les extrêmes sont jamais bons, je pense que le bon modèle sur le télétravail, c'est plutôt l'hybride. Parce que si tu vas sur le télétravail à plein temps, je discutais avec un chef d'entreprise qui me dit, mais si en fait j'ai plus de discrimination sur la présence géographique, il y a des gens très bien qualifiés qui vont me coûter beaucoup moins cher dans un autre pays. Donc, je pense que c'est dangereux pour les travailleurs français qui disent « moi, je veux du télétravail à temps plein ». Cette discussion, je l'ai eue avec un chef d'entreprise qui dit « mais en fait, attention, là, tu vas mettre en péril ton job parce que maintenant, je vais regarder autre chose. Je vais regarder tout ce qui s'offre à moi. » Donc, il faut faire attention suivant les types de jobs. Moi, j'en entends beaucoup. Ils me disent aussi à ce moment-là, je vais aller le chercher en Inde, mon gars. Non, il va réfléchir parce que, et c'est pour ça que je tenais à citer McKinsey, ils vont pas se mettre dans la même dépendance qu'ils se sont mises avec les semi-conducteurs. C'est-à-dire, le sujet peut revenir aussi. Je pense qu'il faudra quand même si c'est de la force de travail humaine, même si c'est des potentiels, etc., tu voudras quand même les avoir pas trop loin. L'Espagne, le Portugal, tout ça, ça va bien, les Canaries, machin, etc. L'Inde, la Chine, je sais pas. Mais Isabelle, pardon, Cédric. Isabelle, vas-y. Oui, moi, ce qui m'a déjà frappé, c'est le fait que dans différents pays européens, on puisse de nouveau et encore avoir des incitations fiscales qui soient différentes. Je ne sais pas quand est-ce qu'un jour l'Europe arrivera à s'harmoniser et faire en sorte qu'on soit en cohésion sur ces principes fiscaux qui divisent. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me choque. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je suis complètement d'accord avec Cédric, c'est-à-dire qu'avoir du 100% de télétravail, c'est extrêmement difficile. Et on a beau effectivement avoir des cadres et des talents et des personnes surqualifiées, le fait de travailler en équipe, on ne peut pas passer d'entreprises où tout le monde était en open space et où tout le monde était en permanence visible, échangé en permanence, à du 100% télétravail, qui est effectivement Ça s'adresse à l'ensemble des freelancers, qui sont d'ailleurs dans ton domaine très très nombreux, tout ce qu'on appelle maintenant l'open talent, les indépendants, etc. Je crois que c'est d'abord à cette population-là que ça s'adresse. Oui, mais je pense que de toute manière, à un moment donné, il faut qu'il y ait des cohésions d'équipe, il faut qu'il y ait de la relation, et c'est très compliqué de travailler avec des personnes que l'on ne voit jamais et à aucun moment. C'est vraiment un point qui me paraît clé. Bon, moi je crois quand même qu'il faut qu'on se bouge sérieusement et qu'il y a une... On en avait vraiment beaucoup parlé. On a un discours générationnel, on a une incapacité et on va le revoir là, parce qu'on a une loi immigration qui va débarquer à l'Assemblée, dans des conditions qui vont être dantesques. Et ça, les messages que ça envoie vers de hauts potentiels qui se diraient tiens, la France c'est cool, heureux comme Dieu en France, etc. et tout, compliqué à gérer. On marque une pause et on va parler de bagnole dans un instant.